on sait beaucoup plus de choses qu'on ne savait à la première vague. C'est-à-dire que nous, dans notre centre, on a donné très tôt des corticoïdes, mais on n'était pas sûr que c'était ça qu'il fallait faire. Et maintenant, on est sûr que c'est ça qu'il fallait faire. Et donc, le bénéfice des corticoïdes, maintenant, il est établi. Pendant la première vague, il y a des centres qui n'utilisaient pas les corticoïdes parce que l'OMS avait dit qu'il ne fallait pas les utiliser. Mais vous les utilisiez, vous, hein, on est d'accord? Bah, nous, on les utilisait parce qu'au bout de 48 heures, quand on a vu que les gens étaient en train de mourir autour de nous, on s'est dit on ne va pas continuer à les regarder mourir quand même. On va peut-être faire quelque chose. Et on a vu tout de suite que les corticoïdes étaient bénéfiques. Donc ça, après, ça a été confirmé dans les essais thérapeutiques. Donc ça, c'est au moins une chose qui est très claire, c'est que les corticoïdes sont efficaces dans les formes sévères et ils permettent de diminuer la mortalité. On sait aussi ce que M. Raoult s'était trompé concernant l'hydroxychloroquine. En fait, il s'est trompé 2 fois. Il s'est trompé en disant que l'hydroxychloroquine, ça marchait. Et la deuxième truc, il s'est trompé une deuxième fois en pensant qu'il avait raison et qu'il n'avait pas besoin de preuves scientifiques. Tout au début de la première phase, les réanimateurs disaient c'est des patients, tout d'un coup, ils vont très mal, et donc finalement, il vaut mieux les intuber tôt. Et rapidement, en fait, pendant la première vague, ils se sont rendus compte qu'il y avait un certain nombre de patients qu'on pouvait garder sans les intuber en les maintenant avec de l'oxygène à très fort débit. Ça, il faut. Bon, c'est très spécialisé, mais il faut savoir qu'aujourd'hui, on a des appareils qui permettent de délivrer de l'oxygène à très fort débit, ce qu'on n'avait pas il y a 10 ans. Donc, avant, ça, c'est un progrès des 10 dernières années, c'est l'administration d'oxygène à très fort débit. On s'est rendu compte qu'on pouvait tenir assez longtemps des patients sans les intuber et que certains, hop, échappaient à la ventilation. Et donc, effectivement, si j'échappe à la ventilation, ils vont rester 10 jours en réa. S'ils sont ventilés, c'est 21 jours. Quand vous regardez l'âge des patients en réanimation, première vague, deuxième vague, à 1 an près, c'est la même chose. Âge moyen, 62 ans, en réanimation. Le plus jeune patient que vous avez eu malade, il avait quel âge? Nous, il avait 28 ans. Et vous l'avez sauvé? Ouais. Vous en sauvez beaucoup. Pas assez. Pas assez, hein. On sait mieux maintenant pourquoi certains développent des formes sévères. Et oui, ça c'est vraiment des trucs. C'est dès le début, on avait dit, c'est marrant, il y en a qui font des trucs graves et pas d'autres. Il doit y avoir une composante génétique. Et donc, il y a des travaux qui ont clairement démontré qu'il y avait une susceptibilité génétique, mais ça n'explique qu'une minorité des formes sévères. C'est-à-dire que la génétique explique, je dirais, probablement 10 à 15% des formes sévères. Les 85% autres, on ne les comprend pas très bien. C'est pourquoi les obèses font des formes sévères. Alors là, personne ne comprend. Personne n'est capable de l'expliquer. On est tous capables de faire des tas d'hypothèses, mais personne n'est capable d'expliquer pourquoi les obèses, pourquoi les diabétiques, mais même pourquoi un truc très simple, pourquoi les sujets âgés. On pourrait dire, bah, ils sont vieux et malades, quoi. Bah, d'accord, mais pourquoi est-ce que le fait d'être vieux, malade, vieux en tous les cas, est un tel facteur de risque? La nicotine, ça ne protège pas, comme on l'a dit à un moment, alors. Ouais, ça, honnêtement, personne n'a. L'hypothèse, c'est une hypothèse, la nicotine. Hein. Oui. Ce qui apparaît dans les études, c'est que les fumeurs sont sous-représentés. Et ça va avec l'asthme. Certaines inflammations des bronches protègent de l'acquisition du coronavirus. On ne sait pas pourquoi, mais peut-être parce que ça fait sous-exprimer le récepteur du coronavirus. Mais une fois que vous avez le coronavirus, si vous êtes asthmatique ou si vous êtes gros fumeur avec des complications, ah bah, vous aurez une maladie vous avez un risque moins bon. Ça, c'est évident. Mais vous voyez déjà ce vaccin? Bah, j'y crois. Moi, je n'ai pas lu de publication donnant les résultats du vaccin. Donc, je suis obligé de croire ce qu'on me dit. Ouais. Et je suppose que je n'ai pas bien compris ce que vous voulez dire 90% de protection. Ah oui. Est-ce que ça voulait dire que 90% des gens qui avaient reçu le vaccin n'avaient pas fait d'infection?
ou bien ça voulait dire qu'on avait diminué de 90% le pourcentage de personnes qui avaient fait une infection et par rapport à ceux qui n'avaient pas eu le vaccin. Je suppose que c'est la dernière hypothèse qui est la bonne. Si c'est vrai, c'est génial. Si c'est vrai, c'est absolument génial. Donc, des vaccins qui marchent à plus de 90% pour des maladies comme ça, moi, je trouve que c'est pas mal. La grippe, ça marche pas comme ça. Hein. C'est l'acronyme de quoi, ARN, pour nos... Acide ribonucléique. Et qu'est-ce qu'il y a de pas banal parce que d'habitude, les vaccins, c'est pas fait comme D'habitude, on vous injecte une protéine. ça. Quand vous faites votre vaccin antigrippal habituel, on vous injecte une protéine recombinante ou un extrait protéine. Là, ce qu'on vous fait, donc, ça veut dire qu'il faut avoir fabriqué la protéine, ce qui est compliqué. Donc là, on vous dit, bon, on va faire beaucoup plus simple. J'injecte l'ARN, qui est le messager pour fabriquer la protéine. Donc, je vous injecte l'ARN et vos cellules fabriquent la protéine. Et donc, votre corps fabrique la protéine, la reconnaît comme étrangère et fait une réponse immunitaire contre cette protéine étrangère. Donc, c'est pour ça que c'est beaucoup plus rapide de fabriquer ce vaccin. C'est-à-dire qu'il n'y a plus besoin de fabriquer la protéine en grande quantité, il faut fabriquer l'ARN. Alors, fabriquer l'ARN, fabriquer des acides ribonucléiques, c'est pas très compliqué. Là, le problème des ARN, c'est que c'est relativement instable. Et c'est pour ça que la chaîne du froid à moins 70, moins 80 degrés est fondamentale. Vous avez entendu que c'était ça qui était l'élément clé. Par contre, c'est rapide à fabriquer. C'est pour ça qu'ils disent qu'ils sont capables d'en fabriquer beaucoup rapidement. Et donc ça va être une révolution pour pour le futur, hein, pour la production des autres vaccins dans le futur. Ça va être une vraie révolution. Si ça marche, si on montre qu'on est capable de faire une chaîne du froid qui tienne la route, de faire que ça diffuse dans tous les pays, c'est bien. Après, vous voyez tout de suite les limites. Ouais. Dans un pays où la chaîne du froid ne peut pas être respectée, pas capable de gérer du moins 70, moins 80 degrés, etc., ça devient un problème. Quand on a eu le Covid, on est immunisé ou on n'est pas immunisé? Parce que là encore, débat de partout. Quand on rencontre le virus, on s'immunise. L'immunité est d'autant plus forte qu'on a été plus malade. Et la question, c'est combien de temps va durer l'immunité. Ce qu'on sait, c'est que le taux d'anticorps augmente, apparaît précocement, en 10 jours, persiste à 3 mois, mais diminue dans son taux. Ce qu'on ne sait pas, c'est si le fait de voir diminuer le taux est associé à une diminution des défenses. Parce qu'en fait, vous défendez contre un virus avec des anticorps, c'est ça qu'on mesure, et avec des cellules qui reconnaissent le virus, et ça, c'est très difficile à mesurer. Ce qui est sûr, c'est qu'on a vu, d'abord, c'est extrêmement rare pour le moment, hein, des gens qui ont fait 2 infections à 6 mois d'intervalle. Autrement dit, il y a des personnes, mais quel en est le pourcentage, personne ne sait, probablement extrêmement faible, qui ont développé une réponse, mais qui est insuffisante pour les protéger à 6 mois d'intervalle. Ce qui pose bien sûr une question majeure pour le vaccin. Aujourd'hui, ce qu'on pense, c'est que si on vous fait une prise de sang et que vous avez des anticorps anti-coronavirus, vraisemblablement, vous êtes protégé. Okay. Est-ce qu'il y a un seuil? Parce qu'on est capable de quantifier globalement. Il y a des tests qui disent positif, négatif, mais il y en a d'autres qui peuvent être quantitatifs ou semi-quantitatifs. Aujourd'hui, nous ne savons pas s'il y a un seuil qui permet de dire vous êtes protégé ou vous n'êtes pas protégé. Si on veut faire un message simple, c'est si vous avez fait un test sérologique et qu'il est positif, alors probablement vous êtes protégé. S'il est négatif, ça n'exclut pas que vous soyez protégé au moins en partie, parce qu'il y a cette partie de défense immunitaire cellulaire que nous ne savons pas quantifier de façon simple. Là, ça devient compliqué à étudier. C'est absolument pas généralisable en dehors d'études de recherche. Pourquoi est-ce qu'on se confine? On se confine pour faire qu'il y a un nombre de malades graves suffisamment faible pour que le système de santé soit capable de le prendre en charge.
C'est juste pour ça qu'on se confine. La vraie question, c'est quelle est l'importance relative de la transmission par les gouttelettes par rapport aux aérosols. Donc, vous voyez que c'est une question importante parce qu'aujourd'hui, on pense que les gouttelettes, c'est beaucoup plus important que l'aérosol. Et donc, toutes les mesures de précaution sont basées sur le masque chirurgical. Et dans les unités Covid, dans les situations hors cas particuliers, nous utilisons aussi le masque chirurgical. Ça veut dire que nous sommes convaincus que la transmission elle est essentiellement gouttelette par rapport à aérosol. C'est pour ça qu'on vous dit que la distance est 2 mètres. C'est parce qu'on pense que la gouttelette que je vais émettre, elle va tomber dans les 2 mètres, elle ne va pas vous atteindre. Et donc, a fortiori, si vous êtes à 10 mètres. Or, il y a d'autres éléments du même type qui laissent penser que dans certaines conditions, il pourrait y avoir de la transmission par le système aérosol, qui lui est moins soumis à cette limite de distance, qui peut rester dans l'air comme un nuage de fumée. Il y a un débat pour savoir quel est le risque relatif. C'est-à-dire qu'en théorie, on peut retrouver du virus dans une pièce dans laquelle il y a un patient Covid. Ça a été testé. On peut en retrouver même dans les pièces dans lesquelles un médecin est allé se changer après s'être occupé d'un patient Covid. Ce qu'on ne sait pas, c'est si le fait de le retrouver là, et quand on dit retrouver, c'est on retrouve son matériel nucléique et on va faire une PCR et elle va être positive, est-ce que ça veut dire qu'il y a un risque d'infection? Et vous avez peut-être entendu qu'en ce moment, il y a des débats là-dessus. C'est-à-dire que tout le monde n'est pas d'accord pour dire même que le risque de transmission par contact soit réel par rapport au risque par l'inhalation. S'il y a un risque, même non quantifiable, c'est tellement facile finalement de se protéger de ce risque en utilisant les gels ou l'eau et le savon que donc nous on passe notre journée à mettre du gel hydroalcoolique sur nos mains. À la limite, si ça sert à rien, ça sert certainement pas à rien. Ça va limiter le risque de transmission de la gastro, de la grippe, des bactéries pathogènes. Vous savez que ça faisait partie des critères de qualité d'un hôpital, la quantité de litres de gel hydroalcoolique utilisé chaque mois. C'est quelque chose qui est suivi dans les hôpitaux depuis plusieurs années, c'est pas d'aujourd'hui, hein. Et c'est un critère de qualité. Depuis qu'on utilise les gels hydroalcooliques dans les hôpitaux, on a vu chuter l'incidence des infections nosocomiales à Staphylococcus aureus. Ça marche super bien en fait. Ça a quasiment disparu l'infection nosocomiale à Staph aureus dans les hôpitaux depuis ces précautions. Ça, c'est encore un truc que les gens ne savent pas. Mais si on respecte les gestes barrières de manière très sérieuse, on a très peu de chances de l'attraper, le Covid. La preuve, elle est expérimentale. Nous, on a une unité Covid. Pratiquement aucune de mes infirmières ou de mes aides-soignants n'a été infectée. Et pourtant, on a passé 6 semaines, 28 malades, Covid intégral. Donc, si on se protège, on ne chope pas. Donc, Noël, quand même, on peut regarder nos distances. Hein. Je pense que de toute façon, tant que ce truc-là n'est pas réglé et tant qu'on n'a pas un vaccin, la recommandation, c'est de garder les distances. Okay. Et on peut manger sans masque à 2 mètres l'un de l'autre. Ouais, mais il faut que ça ne dure pas trop longtemps. Et essayez de ne pas vous regarder en face, visez à côté. Il faut utiliser l'argument du Covid pour défendre l'hôpital public, sans aucun doute. Il faut l'utiliser comme argument. Mais il ne faut pas non plus le tordre pour qu'il risque de devenir contre-productif ou en disant attendez, les mecs, ils nous disent n'importe quoi. On ne peut pas avoir un système de santé qui soit destiné à répondre à la crise centenaire. Ce n'est pas possible. Il faut par contre avoir un système qui soit adaptable. Ce qu'on a fait, par exemple, nous, on avait des chambres seules. On les a dédoublées. On avait 4 chambres seules, on en a fait 8 lits doubles. Ça a l'air simple de dire ça comme ça. Oui, il suffit de mettre un lit. Non, parce qu'il a fallu faire qu'il y ait de l'oxygène pour tout le monde, à haut débit, etc. C'est ça qu'il faut. Il faut avoir un hôpital. Aujourd'hui, il y a 12 lits. Demain, il y a une crise. C'est simple, on dédouble tout, on passe à 24. Pareil, vous avez des lits de réanimation au fond là. Ils sont fermés. Il y en a 6. Ils ne sont pas utilisés. Par contre, il suffit d'ouvrir le paravent et hop,
Le problème, ce que vous n'êtes pas capable de dédoubler, c'est une infirmière. Vous ne pouvez pas dédoubler une infirmière. Vous en avez une, vous n'en avez qu'une. Ça, c'est un problème. Et on voit bien aujourd'hui ce qui nous manque. C'est pas de tellement… Bon, il y a eu un moment, un manque de matériel, etc. Mais ce qui nous manque le plus, et c'est le plus crucial, c'est le personnel. Et ça ne s'invente pas en 3 jours. C'est pas normal que les personnels dans les hôpitaux publics soient aussi mal payés. Ça, vraiment, c'est scandaleux. Et s'il y avait une priorité, je trouve que c'est celle-là c'est vraiment ça qui est prioritaire. Il faut qu'ils soient mieux payés. Et il ne faut pas que pour mieux les payer, on en mette moins. Il en faut plus et mieux payer. Et pas mieux payer une fois, c'est mieux payer sur le long terme.